Top 1. Le manuscrit de Voynich. En 1912, dans la bibliothèque tamisée de la Villa Mondragone, près de Rome, un antiquaire nommé Wilfried Voynich fit l'acquisition d'une liasse de manuscrits anciens. Parmi eux se trouvait un livre comme ni lui, ni le monde n'en avaient jamais vu. Écrit dans une écriture entièrement inconnue et rempli d'illustrations botaniques bizarres et de diagrammes anatomiques, le manuscrit dégageait un étrange défi à toute classification. Le parchemin, daté plus tard par le carbone 14 du début du XVe siècle, semblait murmurer une langue oubliée que personne ne pouvait lire. Mais ce qui troubla le plus les chercheurs, ce n'était pas le code, c'était ce que les pages semblaient montrer. Le manuscrit de Voynich, comme on allait l'appeler, s'étend sur plus de 200 pages. Ces illustrations dépeignent des plantes inconnues, des cartes stellaires, des cycles célestes et, plus inquiétant encore, des figures humaines, principalement des femmes, immergées dans des systèmes biologiques interconnectés. Un diagramme dépliant montre une structure à plusieurs chambres étrangement similaire au système lymphatique humain, bien avant qu'il ne soit cartographié par la science moderne. Une autre section présente ce qui semble être un tableau de développement embryonnaire, avec les étapes de la croissance fœtale dessinées en séquence, des siècles avant les découvertes anatomiques. Des experts du monde entier, y compris des décrypteurs militaires et des cryptologues des 2 guerres mondiales, ont tenté de déchiffrer le texte. Tous ont échoué. Au cours des dernières décennies, l'intelligence artificielle a été déployée, et bien que certains modèles aient été identifiés, aucune langue connue ne correspondait à la structure. L'écriture affichait une complexité linguistique proche des langues naturelles, syntaxe, entropie et structure récurrente, tout en restant entièrement étrangère. Ce n'était pas du charabia, mais ce n'était pas non plus humain, du moins pas une langue humaine jamais documentée. À mesure que l'attention sur le manuscrit augmentait, les barrières autour de lui se renforçaient. Plusieurs institutions privées ont refusé de publier des scans haute résolution. Les demandes d'analyse spectrale plus approfondies ont été rejetées sans explication. Certains chercheurs ont rapporté que leur accès avait été brusquement révoqué après avoir publié des théories préliminaires, reliant le manuscrit à une linguistique non terrestre. Un ancien universitaire qui affirmait avoir trouvé un chiffre dans la section botanique a été licencié par la suite et son article a été purgé de multiples archives. La langue du Voynich, semblait-il, n'était pas seulement indéchiffrée, elle était activement protégée. Si le manuscrit de Voynich décrit véritablement des processus biologiques avancés, s'il cartographie les cycles de reproduction, les systèmes d'organes et les alignements cosmiques, cela implique l'une des 2 choses suivantes. Soit une civilisation humaine aujourd'hui disparue possédait autrefois des connaissances scientifiques bien en avance sur son temps, soit le manuscrit a été donné et non écrit. Dans les 2 cas, son existence menace le modèle linéaire de l'évolution intellectuelle humaine. Pourquoi un livre du XVe siècle contient-il des informations sur des organes observés seulement sous des microscopes modernes? Pourquoi sa carte des étoiles montre-t-elle des positions célestes qui nécessiteraient l'aide d'un télescope? Les questions sont nombreuses, mais le silence entourant les réponses est plus assourdissant encore. Top 2. L'hymne atomique des Védas vers 1500 avant notre ère, dans les plaines septentrionales du sous-continent indien, des sages connus sous le nom de rishis composèrent les Védas, des hymnes sacrés en sanskrit transmis oralement pendant des générations avant d'être fixés par écrit. Le Rig Veda, le plus ancien d'entre eux, contient des hymnes qui louent les éléments, décrivent des batailles cosmiques et rendent hommage aux lois de la nature. Mais, nichés au cœur des versets, se trouvent des descriptions bien plus déconcertantes, des descriptions de la matière qui reflètent la théorie atomique moderne, écrite plus de 3000 ans avant la naissance de la méthode scientifique. Une telle référence se trouve dans les Upanishads,
les annexes philosophiques des Védas qui décrivent un concept connu sous les noms de Anu et de Paramanu. Ces termes désignent les plus petites particules indivisibles de la matière, une idée frappante de similitude avec les atomes et les particules subatomiques. Les textes affirment que tout dans l'univers est composé de ces unités fondamentales, trop petites pour être perçues, mais puissantes dans leur combinaison. Ils vont plus loin, parlant de la nature vibratoire de la réalité et de l'interaction des forces qui lient ces particules entre elles, faisant écho aux théories des champs quantiques qui n'émergeraient qu'au XXe siècle. Plus troublants encore sont les hymnes qui décrivent le cosmos comme étant stratifié en fréquences, la lumière et le son étant des formes d'énergie qui traversent ces couches. Le terme sanskrit ancien, spanda, fait référence à une vibration primordiale, décrite non pas comme une métaphore, mais comme une force littérale sous-jacente à toute existence. Ces écrits divisent également la matière en 5 éléments subtils: l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, non pas seulement comme des éléments classiques, mais comme des gradations de densité énergétique. Ce système s'aligne étrangement avec l'idée moderne des états de la matière et des champs d'énergie. Lorsque les orientalistes britanniques et allemands ont traduit ces versets pour la première fois au XIXe siècle, ils ont rejeté ces passages comme de simples métaphores poétiques. Mais à mesure que la théorie atomique se développait, suivie de la mécanique quantique, certains physiciens ont commencé à y regarder de plus près. Niels Bohr lui-même aurait admiré la profondeur de la métaphysique indienne. Pourtant, malgré un intérêt académique croissant, l'acceptation institutionnelle est restée insaisissable. Les propositions visant à intégrer la théorie atomique védique dans la philosophie comparée ou l'histoire des sciences se sont vues discrètement refuser tout financement. Les départements universitaires ont invoqué un manque de fondement empirique, bien que peu d'entre eux aient étudié les textes dans leur contexte original. Certains chercheurs qui ont poussé la théorie plus loin, suggérant que les sages indiens avaient accès à des outils d'observation ou à des techniques cognitives oubliées depuis longtemps, se sont retrouvés brusquement marginalisés. Les revues ont décliné leur soumission. Les conférences ont annulé leurs invitations. Un article académique indien de 1987, comparant la théorie atomique des Upanishads à l'atomisme grec ancien, a disparu des rayons des bibliothèques, les entrées de catalogues ayant été modifiées pour indiquer « jamais acquis ». Si les idées atomiques des Védas ne sont pas une coïncidence, alors la compréhension humaine de la matière n'a pas commencé dans l'Europe moderne, mais dans des temples anciens sous des cieux étoilés. Et si les penseurs de l'Antiquité ont pu concevoir des concepts aussi avancés sans instrumentation, de quel type de conscience opéraient-ils? Les savants voyants de l'ère védique pouvaient-ils accéder à une forme de connaissance non issue de l'expérience, mais d'une perception directe? Cette possibilité demeure profondément troublante, car elle suggère que la science, la vraie science, n'a peut-être pas commencé avec des microscopes et des formules, mais avec le silence, le souffle et l'immobilité. Top 3. La lumière de Dendera. Au cœur de la Haute-Égypte, au sein des murs sacrés du temple d'Hathor à Dendera, se trouve une chambre sculptée de symboles ne ressemblant à aucun autre dans l'iconographie égyptienne antique. Parmi les hiéroglyphes, serpent, fleur de lotus, ankh, figure une série de reliefs sculptés qui suscitent un débat acharné depuis plus d'un siècle. Ces panneaux, photographiés pour la première fois au XIXe siècle, représentent ce qui semble être des ampoules de verre allongées, chacune contenant un filament en forme de serpent s'étirant d'un bout à l'autre. Sous les ampoules, des personnages les soutiennent à l'aide de supports ressemblant à des piliers. Pour l'œil moderne, la ressemblance est frappante. Ces sculptures ressemblent à d'énormes ampoules électriques. La prétendue lumière de Dendera
est devenue l'une des anomalies les plus controversées de l'égyptologie. Les érudits traditionnels insistent sur le fait que l'imagerie est symbolique, représentant des fleurs de lotus donnant naissance à des serpents ou des métaphores de l'énergie spirituelle. Mais des chercheurs indépendants et des ingénieurs électriciens ont proposé une vision radicalement différente. Ils soutiennent que les reliefs montrent de véritables dispositifs électriques, des lampes de type tube à vide primitives alimentées par une source d'énergie archaïque. Les piliers de soutien ressemblent à des isolateurs, tandis que d'autres figures semblent tenir des câbles ou des bobines. Cette théorie prend plus de poids lorsqu'on l'examine aux côtés de la pile de Bagdad. Un pot d'argile contenant un cylindre de cuivre et une tige de fer découvert en Irak, capable de produire une faible tension lorsqu'il est rempli d'un liquide acide. Si de telles batteries rudimentaires existaient en Mésopotamie, les Égyptiens auraient-ils pu utiliser une technologie similaire pour alimenter des systèmes d'éclairage au plus profond des temples qui ne présentent aucune trace de suie, de cire ou de fumée d'huile? En effet, de nombreuses chambres internes des temples égyptiens, y compris ceux de Dendera et d'Abydos, sont bien trop profondes et complexes pour avoir été éclairées par de simples torches. Les murs sont immaculés, ne montrant aucun des noircissements typiques des sources lumineuses à flammes. Les ingénieurs ayant tenté de recréer l'éclairage des temples à l'aide de miroirs ou de torches ont jugé ces méthodes peu pratiques, trop sombres, trop enfumées. L'hypothèse d'un éclairage électrique, autrefois rejetée comme de la pseudoscience, a commencé à paraître étrangement plausible. Mais lorsque les reliefs de Dendera ont commencé à attirer une attention sérieuse dans les années 1970, les choses ont changé. L'accès à la chambre a été restreint. Certaines photographies ont disparu des catalogues des musées. Un documentaire allemand ayant filmé l'intérieur en détail a été brusquement retiré de la programmation télévisée. Les archéologues qui spéculaient publiquement sur une technologie égyptienne perdue ont vu leur subvention de recherche se tarir. La version officielle s'est durcie. Les reliefs étaient mythologiques, rien de plus. Pourtant, l'imagerie satellite a révélé de faibles motifs linéaires sous les sables près de Dendera, vestige possible d'une infrastructure en réseau. Des rumeurs ont émergé selon lesquelles une chambre scellée sous le temple resterait interdite d'accès, même aux archéologues égyptiens. Des murmures concernant des générateurs anciens, des bobines de cuivre et même des conducteurs cristallins persistent, bien qu'aucune preuve physique n'ait jamais été divulguée. Si la lumière de Dendera était effectivement un véritable appareil électrique, cela impose une réévaluation spectaculaire de la capacité technologique de l'Égypte. Cela suggère que leur compréhension de l'énergie pourrait avoir inclus des principes perdus depuis longtemps ou supprimés. Cela soulève également une question plus profonde. Pourquoi éclairer les murs des temples avec des images de Dieu et de chambres de résurrection? Qui ou quoi cette lumière était-elle censée révéler? Top 4. Le rouleau de propulsion de la dynastie Han. En l'an 32 de notre ère, sous le règne de l'empereur Guangwu de la dynastie des Han orientaux, un rouleau connu sous le nom de Jiki Jilun, traduit approximativement par Traité sur les principes des moteurs, aurait été présenté à la cour impériale. Le texte, attribué à un inventeur reclus nommé Kongshen, décrirait un char volant propulsé non par des animaux ou de la magie, mais par du vent capturé et redirigé à travers des conduits métalliques incurvés. Bien que rejeté à l'époque comme une fantaisie ou une allégorie, le rouleau disparut dans les archives impériales et resta inconnu du monde extérieur pendant des siècles. Cela a changé dans les années 1970, lorsqu'une cache de manuscrits oubliés a été découverte dans une pièce scellée des grottes de la bibliothèque de Dunhuang. Parmi des textes médicaux et des sutras bouddhistes se trouvait une version fragmentaire du traité de Kongshen.
Ce qui restait était endommagé, mais des passages lisibles décrivaient un mouvement venant de l'intérieur et des diagrammes de dispositifs cylindriques équipés de pales rotatives. Les croquis à l'encre qui les accompagnaient présentaient une ressemblance troublante avec des mécanismes de propulsion par réaction, des siècles avant que de tels concepts ne soient censés exister. Le rouleau décrivait l'action de capturer le souffle du ciel et d'utiliser une force rotative pour soulever le châssis au-dessus de la Terre. Des ingénieurs en aérospatiale moderne, ayant examiné l'imagerie par des canaux non officiels, ont noté la présence de canaux à flux axial, des vents d'admission et de conception d'échappement cohérentes avec les premiers concepts de poussée vectorielle. Un dessin annoté montrait même un vaisseau en forme de capsule doté d'ailerons stabilisateurs et de ce qui semblait être une chambre d'allumage. Les institutions académiques chinoises ont d'abord exprimé leur enthousiasme, proposant le traité comme un artefact précieux de la pensée technologique primitive. Mais, en l'espace d'un an, les discussions sur les implications du rouleau ont été réduites au silence. Le manuscrit incomplet a été discrètement retiré des vitrines des musées. Les articles y faisant référence dans les revues scientifiques ont été retirés du web et les sauvegardes numériques ont été effacées des bases de données des bibliothèques. Les chercheurs qui avaient commenté le potentiel technique du rouleau sont revenus sur leurs déclarations, invoquant souvent de nouvelles informations qui n'ont jamais été divulguées. L'accès au rouleau original de Don Huang a ensuite été reclassé en vertu des lois sur la protection du patrimoine. Les archéologues indépendants tentant de retourner dans le complexe de grottes se sont vus refuser les permis. Des rapports non confirmés ont fait état de véhicules militaires stationnés près de la zone pour assurer le respect de la préservation. Des lanceurs d'alerte ont affirmé qu'une version plus complète du traité avait été transférée dans un centre de recherche d'État à Pékin. Aucune déclaration officielle n'a été faite. Si le Jikhi Jilon est authentique, il présente une possibilité stupéfiante. La Chine ancienne aurait pu jongler avec les principes de la propulsion bien avant l'ère industrielle. Mais comment un tel savoir a-t-il pu émerger à une époque sans métallurgie capable de résister à la chaleur de combustion? Kongshen était-il simplement un esprit brillant en avance sur son temps? Ou avait-il accès à des connaissances qui n'étaient pas les siennes? Il y a une ligne dans le rouleau, presque poétique, qui continue de hanter ceux qui l'ont vu. L'oiseau ne demande pas au ciel comment voler. Il le sait, car quelque chose le lui a murmuré il y a longtemps. Top 5. Le manuscrit grec sur les lentilles. En 1896, alors qu'il répertoriait des artefacts dans les ruines d'une bibliothèque oubliée sous l'île de Délos, des archéologues ont découvert un rouleau fragmentaire écrit en grec dorien. Le document, aujourd'hui connu sous le nom de Traité Opticon, semblait d'abord être une réflexion philosophique sur la vue et la perception. Mais une analyse plus approfondie a révélé quelque chose de bien plus étonnant. Le texte contenait des descriptions précises de la manipulation de la lumière à travers des surfatkai, surfaces de cristal incurvées, pour agrandir ce qui est caché par la distance. En d'autres termes, il décrivait une lentille conçue non pas pour la lecture ou la décoration, mais pour l'observation à longue portée. Cette chronologie est profondément problématique. L'invention la plus ancienne confirmée du télescope est attribuée à Hans Lippershey, au début du XVIIe siècle, près de 2000 ans après la création du manuscrit grec. Pourtant, le traité Opticon expose non seulement les principes de base de la réfraction et de la distance focale, mais inclut également des calculs pour les angles de polissage, la courbure composée et des diagrammes de tubes équipés de doubles lentilles. Un croquis montre même un système à lentilles à multiples monté sur un support de type trépied pointé vers les étoiles. Lors de sa première présentation à l'Académie hellénique d'Athènes en 1901, le rouleau fut salué comme une merveille. On le compara à la machine d'Anticythère, une autre anomalie grecque aux fonctions astronomiques,
dépassant de loin son époque. Mais contrairement à cet ordinateur de bronze, le traité Opticon ne resta pas longtemps exposé au public. En quelques mois, le rouleau fut rappelé pour réauthentification et toute documentation officielle cessa. On dit aux chercheurs qui l'avaient manipulé de cesser toute publication ultérieure. Le manuscrit lui-même ne fut jamais rendu aux archives de Délos. Des témoignages non officiels du personnel du musée d'Athènes affirment que le document a été transporté sous escorte militaire vers un lieu tenu secret, prétendument pour sa préservation dans l'intérêt national. Les copies des premières photographies ont été purgées des dossiers académiques. Un linguiste qui a tenté de publier une traduction intégrale a été poursuivi pour utilisation non autorisée de matériel culturel protégé, bien que le rouleau n'ait jamais été formellement classé comme tel. Mais l'indice le plus révélateur ne se trouve peut-être pas dans le rouleau, mais dans les débris archéologiques qui l'entouraient. Aux côtés du traité Opticon se trouvaient des éclats de quartz clair, taillés et polis, avec une symétrie surprenante. Une analyse spectrale ayant fuité d'un laboratoire privé a suggéré qu'ils avaient été formés par une chaleur contrôlée, et non par les abrasifs rudimentaires typiques de la pierre ancienne. De plus, les éclats correspondaient aux rayons de courbure proposés dans les diagrammes du traité. Si les Grecs de l'Antiquité possédaient non seulement la théorie de l'optique, mais aussi la capacité de fabriquer des lentilles télescopiques, cela bouleverserait notre compréhension du progrès scientifique. Cela suggérerait que Pythagore, Euclide ou même des penseurs plus anciens auraient pu observer les lunes de Jupiter bien avant que Galilée ne lève les yeux vers le ciel. Les implications sont vertigineuses. Qu'aurait-on pu voir et enregistrer avec un tel dispositif? Les connaissances contenues dans le traité Opticon auraient-elles pu autrefois façonner des croyances philosophiques ou théologiques aujourd'hui disparues? Ou peut-être le manuscrit était-il le vestige de quelque chose de plus ancien encore, transmis par une civilisation dont les instruments étaient sculptés non par l'ambition, mais par la mémoire? Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Quelqu'un ne voulait pas que l'humanité lise trop loin dans les étoiles, trop tôt. Top 6. Les cartes célestes sumériennes. En 1880, dans les ruines de l'ancienne cité sumérienne de Sippar, des archéologues ont mis au jour une collection de tablettes cunéiformes enfouies sous des couches de cendres et de pierres brisées. Parmi elles se trouvait une tablette curieuse qui se distinguait des autres, non par sa taille, mais par la précision saisissante de son contenu. Répertoriée par l'équipe sous le nom de tablette K.Pui Seytul 538, elle présentait un diagramme circulaire divisé en segments, parsemé de symboles célestes et de notations mathématiques. Une fois traduite, elle s'est révélée être une carte stellaire, une carte du ciel nocturne du point de vue de la Terre. Mais quelque chose n'allait pas. La carte ne correspondait pas aux cieux du monde antique, elle correspondait à nos cieux actuels. Les positions des étoiles, la représentation des alignements planétaires, même la mention d'un vagabond sombre au-delà de Saturne, ce que nous appelons aujourd'hui Pluton, ne s'alignait pas avec ce qu'un observateur à l'œil nu en 2000 avant notre ère aurait pu savoir. Et pourtant, les Sumériens l'avaient consigné dans de l'argile cuite, utilisant des pictogrammes d'une précision troublante. L'objet fut finalement surnommé la carte céleste sumérienne, et son authenticité ne fut jamais remise en question. Ce qui fut remis en question, en revanche, fut la manière dont il l'avait créée. La caractéristique la plus troublante de la tablette était sa mention d'un compagnon du Soleil, qui se déplaçait lentement à travers les cieux tous les 248 ans. Une correspondance quasi parfaite avec le cycle orbital réel de Pluton. Pluton n'a été officiellement découvert qu'en 1930. De plus, la tablette incluait des corrections pour le mouvement rétrograde, des ajustements mathématiques nécessaires seulement si vous suiviez le vagabondage visible des planètes à travers un télescope. Mais les Sumériens n'avaient pas de télescope, pas de lentilles,
aucun moyen connu de grossissement céleste. Du moins, c'est ce que nous croyions. Les érudits ont d'abord rejeté la carte comme étant cérémonielle ou symbolique, mais la pression est montée lorsque des reconstructions informatiques ont prouvé que les positions étaient exactes pour une date précise, le 29 juin 2024, avant notre ère. Cela signifiait soit que les Sumériens avaient atteint un niveau impossible de connaissances astronomiques par la seule observation, soit qu'ils avaient accès à une tradition ou une technologie perdue pour l'histoire. Puis, inexplicablement, l'accès à la tablette a été restreint. Elle a été transférée de la collection mésopotamienne du British Museum vers une archive hors site sous le couvert de préoccupation de préservation. Les images haute résolution ont disparu de leur base de données. Un chercheur ayant tenté de recréer la carte à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D a reçu une lettre de mise en demeure, invoquant l'utilisation non autorisée de données culturelles sensibles. Les relevés satellites du site de Sipar ont été interrompus par la suite sous ordre militaire. Les équipes de fouilles locales ont été remplacées par des entrepreneurs anonymes. Et des rapports provenant de villes voisines ont parlé d'hélicoptères transportant des caisses scellées sous haute garde. Si la carte céleste sumérienne est authentique, elle suggère que les anciens humains non seulement observaient, mais comprenaient profondément les cieux. Ils cartographiaient les cycles planétaires, enregistraient les éclipses avec une précision minutieuse et suivaient peut-être même des objets bien au-delà de la portée visible. Comment? Les possibilités sont peu nombreuses, et aucune d'entre elles ne s'insère confortablement dans l'histoire acceptée. Une hypothèse glaçante demeure tacite dans les cercles universitaires. Les Sumériens n'auraient pas découvert ce savoir, mais l'auraient appris. De qui ou de quoi? Personne n'ose le dire à haute voix. Top 7. Les cartes stellaires du livre d'Enoch. En 1773, l'explorateur écossais James Bruce revint d'Éthiopie en rapportant 3 manuscrits anciens, parmi lesquels une copie presque complète du livre d'Enoch, un texte que l'on pensait perdu depuis longtemps. Écrit en Gèze, la langue sacrée de l'Éthiopie, le manuscrit contenait des visions, des allégories et des registres astronomiques qui stupéfièrent les érudits européens de l'époque. Mais une section se distinguait de toutes les autres, le Livre des luminaires célestes. Il décrivait le mouvement du Soleil, de la Lune, des étoiles et des vents, non pas comme des métaphores divines, mais avec une précision étrange. Ce qu'Enoch décrivait n'était pas de la mythologie, c'était de l'astronomie. Le texte parlait de « fenêtres du ciel », par lesquelles le Soleil passait lors des solstices et des équinoxes, et d'étoiles qui se déplaçaient selon des cycles fixes, 24 au total, chacun gouverné par une entité angélique. Il ne s'agissait pas d'abstraction poétique. La durée de la lumière du jour et les positions changeantes des constellations étaient documentées avec une régularité mathématique. Certains calculs faisaient correspondre l'année solaire à une fraction de jours près, des siècles avant le calendrier julien. Plus déconcertants encore étaient les passages décrivant des étoiles errantes tombant du ciel, enchaînées et emprisonnées sous les montagnes. Aujourd'hui, on les interprète souvent comme des anges déchus. Mais une autre possibilité surgit. S'agissait-il de descriptions d'impacts de météores, ou même d'engins technologiques défaillants observés par les premiers hommes? Un passage décrit un être qui a mesuré la voûte céleste et a enseigné aux hommes les signes de la terre et les secrets du soleil. Des expressions qui ont été liées à la géodésie primitive et à la mécanique solaire. Les parties les plus troublantes du texte d'Enoch sont ses voyages à travers plusieurs cieux, des strates de réalité, chacune ayant des lois différentes du temps, de l'espace et de l'énergie. Dans le 5e ciel, le temps s'écoule différemment. Dans le 7e, Enoch voit une lumière aveuglante qu'il ne peut décrire. En termes modernes,
Certains y ont vu une cosmologie multidimensionnelle, un concept primitif, mais étrangement aligné avec les théories actuelles sur les trous de verre et la physique des dimensions supérieures. Lorsque le texte gagna en popularité dans les cercles académiques européens, quelque chose d'étrange se produisit. Malgré sa popularité initiale parmi les premiers penseurs chrétiens, le livre d'Hénoch fut exclu des canons juifs et chrétiens. Les raisons invoquées étaient théologiques. Mais en privé, certains érudits évoquèrent un malaise face à ces descriptions d'êtres descendants du ciel pour enseigner à l'humanité des connaissances interdites, ce qu'il appelait les secrets du ciel. Les retraductions ultérieures du texte furent retardées, puis discrètement mises de côté. Au XXe siècle, de grandes maisons d'édition universitaires déclinèrent les éditions critiques. Un projet de l'UNESCO visant à préserver numériquement les manuscrits en guèze fut inexplicablement privé de fonds. Un moine éthiopien qui avait guidé des chercheurs occidentaux à travers les archives fut retrouvé mort plus tard dans des circonstances inexpliquées près du lac Tana. Aujourd'hui, le livre d'Hénoch reste à la marge de la théologie et de la science officielle. Reconnu mais jamais adopté. Et pourtant, pour ceux qui le lisent attentivement, il offre quelque chose de bien plus dangereux qu'une hérésie. Une carte des étoiles qui suggère un contact ancien, un voyage dimensionnel ou un souvenir que l'humanité n'était jamais censée garder. Si Hénoch hallucinait simplement, ses visions sont une coïncidence stupéfiante. Si ce n'était pas le cas, alors il a marché parmi des êtres dont les origines restent inconnues et dont le savoir a remodelé les cieux. Top 8. Le papyrus Thuli. Dans les années 1930, alors qu'il étudiait des antiquités égyptiennes au musée du Vatican, Alberto Thuli, directeur de la section égyptienne du musée, serait tombé sur un curieux papyrus dans une boutique d'antiquités du Caire. Faute de fonds pour l'acheter, il le copia à la main. Cette transcription, aujourd'hui connue sous le nom de papyrus Thuli, allait faire surface plus tard dans les cercles universitaires et déclencher l'une des controverses les plus durables de l'égyptologie. Son contenu semblait invraisemblable, voire impossible. Un récit à la première personne datant du règne du pharaon Thoutmôsis III, décrivant un cercle de feu apparu dans le ciel au-dessus de l'Égypte. Le document original, daté d'environ 1480 avant notre ère, décrit plusieurs disques de feu se déplaçant silencieusement dans les cieux. Le texte dit qu'ils étaient plus nombreux que tout. Ils brillaient dans le ciel plus que l'éclat du soleil et s'étendaient jusqu'aux limites des 4 supports du ciel. Le récit poursuit en précisant que le roi ordonna à ses scribes de consigner le phénomène dans la maison de vie, l'archive sacrée de l'Égypte. Ces objets seraient restés visibles pendant des jours, puis se seraient élevés plus haut dans le ciel et se seraient dirigés vers le sud. Pour un œil moderne, il s'agit indubitablement d'un compte rendu de phénomènes aériens non identifiés. Le récit n'utilisait pas le langage des présages divins ou des visions symboliques. Il était méthodique, administratif et d'une clarté troublante. Aucune interprétation n'était proposée, aucune allégorie. Juste le rapport factuel d'un événement défiant toute explication naturelle connue. Les sceptiques ont immédiatement rejeté le document comme un canular ou une mauvaise interprétation. Après tout, le papyrus original n'a jamais été retrouvé. Seule subsiste la copie manuscrite de Thuli. Cependant, des experts en calligraphie ont confirmé que la transcription était cohérente avec les documents connus de Thuli, et la structure linguistique correspondait à d'autres registres officiels de la même dynastie. Pourtant, les égyptologues ont refusé d'avaliser son authenticité. Les demandes de recherche du document original dans les archives du Vatican ont été rejetées. Thuli lui-même est décédé avant d'avoir pu publier une analyse complète. Des années plus tard, l'auteur et chercheur italien Boris de Rachewitz a affirmé avoir découvert les notes
et les traductions de Tully parmi ses papiers personnels. Mais avant que des scans haute résolution ou une analyse au carbone n'ait pu être effectuée, les documents ont disparu lors d'un transfert de succession privée. Aucune institution n'a admis les avoir reçus. Les tentatives de vérification du papyrus par les voies officielles continuent de se heurter à un mur, de nombreux égyptologues qualifiant l'épisode entier de folklore invérifiable. Pourtant, le schéma correspond à d'autres archives anciennes, des disques célestes mésopotamiens aux gravures sur bois médiéval, montrant des engins lumineux et silencieux apparaissant au-dessus de zones peuplées, souvent observés par de multiples témoins, puis rapidement oubliés ou reclassés comme mythes. La différence ici est que le papyrus Tully était une chronique royale, pas un conte populaire. Il était destiné à consigner la vérité, non à inspirer l'effroi. Si le papyrus est authentique, il constitue l'un des plus anciens témoignages enregistrés d'un phénomène qui persiste encore aujourd'hui. Et si les scribes de Thoutmôsis III ont réellement vu ce qu'ils ont décrit, alors nous sommes forcés de confronter une question glaçante. Qui surveillait l'Égypte au sommet de sa puissance? Et pourquoi? Top 9. Les codex mayas et les symboles de l'ADN. Dans les jungles humides du sud du Mexique, enfouis sous des siècles de pierres étouffées par les lianes, 3 manuscrits précolombiens rescapés, les codex de Dresde, de Madrid et de Paris, figurent parmi les rares témoignages de la science avancée des anciens Mayas. Ces livres pliants, écrits sur du papier d'écorce et gravés de textes hiéroglyphiques, sont reconnus depuis longtemps pour leur précision astronomique. Ils cartographient les éclipses, les alignements planétaires et les cycles lunaires avec une exactitude mathématique qui continue d'étonner les scientifiques modernes. Mais des scans haute résolution récents ont révélé quelque chose de bien plus controversé. Des motifs visuels qui présentent une ressemblance frappante avec les représentations modernes de l'ADN. Dans plusieurs pages du Codex de Dresde, des formes serpentines s'enroulent autour d'axes centraux. Ces figures ressemblant à des doubles hélices sont flanquées de glyphes associés à la vie, à la renaissance et au tissage de l'existence. Accompagnant ces images se trouvent des représentations d'êtres divins utilisant des outils ou des fils pour lier les brins ensemble. Des scènes qui font étrangement écho aux représentations modernes du génie génétique ou de la programmation biologique. Sur un panneau, 2 personnages tiennent ce qui semble être un cordon enroulé suspendu entre eux, dont les boucles reflètent parfaitement les dimensions d'un tour d'ADN lorsqu'on les ramène à l'échelle. Les sceptiques soutiennent qu'il s'agit de métaphores symboliques, serpents, cordons ombilicaux ou spirales cosmologiques. Mais lorsqu'on les superpose à des diagrammes moléculaires de nucléotides et de séquences de paires de bases, la ressemblance devient troublante. Surtout quand on sait que les Mayas croyaient aussi que les êtres humains étaient écrits dans la création et que des scribes divins composaient le monde à l'aide d'un alphabet sacré, d'énergie et de code. Ce qui complique encore les choses est la découverte d'une fresque à Bonampak, un site archéologique maya majeur. Dans une chambre, une peinture murale montre une figure humanoïde allongée sur une dalle de pierre, entourée d'autres manipulant des faisceaux de lumière ou des brins fluides émanant de son corps. D'abord interprété comme un sacrifice rituel, certains y voient désormais une représentation symbolique d'une modification corporelle, peut-être même une guérison ou une expérimentation. Les institutions académiques ont systématiquement rejeté les interprétations reliant l'art maya à la biologie moléculaire. Les propositions d'études comparatives entre l'imagerie des codex et les structures génétiques ont été rejetées comme étant pseudo-scientifiques. Les musées conservant les codex ont limité l'accès numérique aux images haute résolution. Les chercheurs indépendants, ayant suggéré des significations biologiques plus profondes, ont été ostracisés ou qualifiés de théoriciens marginaux. Mais la vision du monde maya
complique ce rejet moderne. Pour eux, l'existence était tissée de vibrations, de fréquences et de géométrie sacrée. Les dieux eux-mêmes étaient décrits comme des tisseurs de chair, qui cousaient la forme humaine avec des fils lumineux. Cette métaphore pourrait-elle cacher une vérité plus profonde? Se pourrait-il que les Mayas, par des états de conscience modifiés ou des instruments inconnus, aient entrevu l'architecture cachée de la vie? Si c'est le cas, alors ce que nous voyons dans leur codex n'est pas un mythe, mais un souvenir, un plan biologique encodé dans l'art, attendant que les yeux d'une génération future le comprennent. Top 10. Les manuscrits de Nag Hammadi. En 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi, un fermier creusant pour trouver du fertilisant mit au jour une jarre d'argile scellée. À l'intérieur se trouvaient 13 codex de papyrus reliés en cuir, datés plus tard des 3e et 4e siècles de notre ère. Ces textes, écrits en copte, contenaient des évangiles et des écrits perdus, pendant près de 2 millénaires, des récits alternatifs de la création, de la conscience et de la réalité qui divergeaient radicalement de la Bible canonique. Parmi eux figuraient des descriptions cryptiques d'entités connues sous le nom de archontes, de la manipulation de la réalité et d'un concept devenu aujourd'hui d'une pertinence troublante. L'illusion du monde. Un document en particulier, l'Apocryphon de Jean, propose un récit déconcertant. Il décrit un faux Dieu, un créateur imposteur, qui fabrique le monde matériel non par bienveillance, mais pour piéger la conscience. L'humanité, dit-il, est prise au piège dans un royaume simulé, construit par ces êtres inférieurs, qui se nourrissent de l'ignorance et de la peur humaine. La véritable source divine, désignée uniquement par l'esprit invisible, existe au-delà de la perception, dans un royaume de conscience pure. Les manuscrits abondent en terminologie qui résonnent avec des concepts explorés aujourd'hui dans la théorie quantique, l'hypothèse de la simulation et les neurosciences cognitives. Ils parlent de couches de perception, de projections prises pour la vérité et d'un voile, littéralement appelé le hâle, qui aveugle la conscience humaine. Dans un passage, les archontes sont décrits comme des maîtres de la réalité contrefaite, capables de façonner des vies entières d'illusions. Les textes suggèrent que seule la gnose, la connaissance intérieure directe, permet de se libérer de la matrice artificielle. Des idées aussi radicales étaient trop dangereuses pour l'Église primitive. Dès le IVe siècle, les enseignements gnostiques furent taxés d'hérésie et la plupart de leurs textes furent détruits. Les manuscrits de Nag Hammadi n'ont survécu que parce qu'ils ont été enterrés, cachés à la fois des autorités romaines et des inquisitions ultérieures. Après leur découverte, les manuscrits ont été étudiés sous un contrôle étroit. Pendant des décennies, l'accès a été restreint à une poignée d'érudits agréés. Les traductions intégrales ont été retardées. Certains textes n'ont été rendus publics que dans les années 1990, éveillant des soupçons de suppression délibérée. À ce jour, les interprétations de la bibliothèque de Nag Hammadi restent contestées. Les théologiens traditionnels présentent souvent les manuscrits comme poétiques ou métaphoriques, tandis que des chercheurs alternatifs soutiennent qu'ils contiennent des avertissements littéraux, transmis par une élite spirituelle oubliée qui en avait trop vu. Le langage, bien qu'ancien, semble contemporain. Des termes tels que monde d'imitation, architecte de la tromperie et éveil par la rupture se lisent comme de la science-fiction philosophique, ou un manuel caché pour échapper à quelque chose que personne ne comprend pleinement. Et si les gnostiques n'étaient pas des mystiques perdus dans l'abstraction, mais les premiers observateurs de la mécanique de la réalité? Et si leurs textes décrivaient ce que nous appelons aujourd'hui des univers simulés, des intelligences non humaines et le piégeage de la conscience? Ce n'étaient pas des mythes, c'étaient des manuels, et ils ont été enterrés, exprès. Parce que, si ce que dit l'Apocryphon de Jean est vrai,
alors le monde qui nous entoure n'est pas seulement mal compris, il est construit, et celui qui l'a bâti n'a jamais eu l'intention que nous en remettions en question les plans. Ces 10 textes, dispersés à travers les continents et les siècles, forment plus qu'une simple liste de coïncidences étranges. Ils révèlent un schéma qui remet en question tout ce que nous savons sur l'histoire humaine, la cognition et la science. Des tablettes sumériennes prédisant les orbites planétaires aux rouleaux qui murmurent l'existence de réalités synthétiques. Chaque manuscrit contient des fragments d'un récit plus vaste, un récit qui a été effacé, caché ou nié. Il ne s'agit pas d'une série d'anomalies aléatoires, c'est l'architecture d'un savoir oublié. Chaque document, qu'il soit gravé dans la pierre, griffonné sur du papyrus ou plié dans des codex sacrés, révèle une compréhension avancée là où aucune ne devrait exister. La théorie atomique dans les hymnes des Védas, la lumière électrique dans les temples de Dendera, les hélices d'ADN dans l'iconographie maya, la conception télescopique dans les anciens rouleaux grecs, et un cosmos simulé dans les évangiles gnostiques supprimés. Ce ne sont pas des éclairs de génie isolés, ce sont les échos de quelque chose de plus ancien, quelque chose de systématiquement démantelé de la mémoire collective. Et la réponse? Le silence. Des restrictions, des reclassifications, l'exil académique. Dès qu'un manuscrit suggère un savoir avancé prémoderne, il disparaît de l'accès public ou est redéfini en métaphore. Les musées verrouillent leurs tiroirs. Les universités retirent leur financement. Les traductions s'interrompent. La main qui tient la gomme agit promptement et sans nom. Si ces textes sont vrais, nous avons perdu plus que des histoires. Nous avons perdu des possibilités. La possibilité que des civilisations anciennes aient autrefois exploité une énergie propre, décodé des structures biologiques ou entrevu les confins de l'espace dimensionnel. La possibilité que l'humanité ne soit pas la première, ni la seule, à poser des questions dangereuses sur la nature de la réalité. Chaque texte caché est une ligne temporelle déviée. Chaque idée réduite au silence est un futur qui aurait pu être. Et pourtant, des fragments subsistent. Enfouis sous les sables du désert. Emprisonnés dans les murs des monastères. Gravés dans des symboles que personne ne peut pleinement traduire. Ils n'attendent pas d'être compris. Ils attendent que l'on se souvienne d'eux. Car peut-être que la véritable menace n'est pas que ces manuscrits anciens contiennent des mensonges, c'est qu'ils contiennent trop de vérité. Si ces secrets anciens ont changé votre regard sur l'histoire de notre monde, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont tenté d'enfouir. Aidez-nous à semer les graines du futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.